Bonjour et bienvenue. Dans le monde de l'ingénierie, il y a des équipements qui fonctionnent sous des pressions absolument extrêmes. La question, c'est comment s'assurer qu'ils sont non seulement sûrs, mais aussi qu'ils sont à la pointe de la technologie. C'est exactement ce qu'on explore aujourd'hui. Cette quête permanente de l'innovation dans la conception des équipements sous pression. Tout est parti de cette question, qui a l'air toute simple. On pourrait se dire qu'à notre époque, à l'ère de l'information, la réponse est à portée de clic. Sauf que, comme on va le voir, cette interrogation nous plonge en fait dans un véritable labyrinthe, à la fois technique et réglementaire. Alors, première étape de notre analyse, pourquoi est-ce si compliqué de trouver une réponse claire et nette? Plongeons ensemble dans ce défi. Évidemment, rester à jour, c'est crucial, que ce soit pour la sécurité ou pour la performance. Mais la réalité du terrain, c'est qu'une réponse unique et universelle n'existe tout simplement pas. Et la toute première raison à ça, elle est purement géographique. Commençons donc par le début du problème. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire dans le monde, quand on parle d'un paysage de l'ingénierie qui est aussi fragmenté? Et voilà le premier obstacle, et il est de taille. Il n'y a pas de normes internationales uniques et unifiées pour les équipements sous pression. En fait, chaque grande région, parfois même chaque pays, a ses propres règles du jeu. Cette liste, elle illustre parfaitement le casse-tête. L'ISME, par exemple, domine en Amérique du Nord. En Europe, c'est la DESP, la fameuse directive équipement sous pression. Et je ne parle même pas des normes japonaises, australiennes ou encore chinoises. Chacune de ces normes a son propre calendrier de mise à jour. Du coup, il n'y a pas une source unique pour suivre l'innovation réglementaire. C'est impossible. Et attention, ce n'est pas juste une question de règles qui changent d'un pays à l'autre. Non, c'est bien plus profond que ça. Il s'agit de philosophies de conception qui sont fondamentalement opposées. D'un côté, on a l'approche traditionnelle, le design by rule, qui est très prescriptive. Et de l'autre, le design by analysis, qui lui est basé sur la performance et utilise des simulations numériques très complexes. Une nouveauté dans un de ces mondes n'a pas forcément de sens dans l'autre. Allez, on passe au deuxième défi. Comment est-ce qu'on fait pour suivre ce qui est nouveau ce mois-ci ou cette année? La vitesse à laquelle l'info circule et surtout sa dispersion, ça donne le vertige. En fait, l'innovation, ce n'est pas un grand événement annuel. C'est un flux continu. Regardez cette chronologie. Une avancée peut surgir à n'importe quel moment. Une conférence sur les matériaux en janvier, une mise à jour de code en mars, un article de recherche en juin. L'information est partout, tout le temps. Pour vous donner une idée de l'échelle, on parle de milliers de publications techniques chaque année. Essayer de tout lire pour rester à jour, c'est littéralement comme essayer de boire à une lance d'incendie. C'est tout simplement impossible. Abordons maintenant la fameuse partie conception. Parce que le design moderne, ce n'est plus du tout un simple schéma ou une fiche technique. C'est un processus profond, en plusieurs étapes. L'analyse par élément fini, c'est vraiment le pilier de cette complexité. C'est une méthode de simulation numérique qui permet de tester virtuellement la résistance d'une pièce dans des conditions extrêmes. C'est là que naissent énormément d'innovations, en optimisant des formes que les calculs traditionnels, eux, ne pourraient jamais valider. Ce processus de travail, il montre bien que l'innovation peut surgir de n'importe où. Par exemple, un nouvel alliage découvert à l'étape 4 peut tout à coup rendre possible une simulation qui était impossible à l'étape 3. Une nouvelle méthode de vérification à l'étape 5 peut réduire les coûts de manière drastique. Chaque maillon de cette chaîne est une source potentielle de progrès. Bon, maintenant qu'on a bien compris à quel point le paysage est complexe, la question qui se pose, c'est où est-ce qu'on doit regarder? Où sont les véritables frontières de l'innovation aujourd'hui? Alors voilà, plutôt que de chercher cette fameuse aiguille dans une botte de foin, si on se concentrait plutôt sur les domaines où ça bouge vraiment le plus vite et où l'impact est le plus fort. Voici les frontières actuelles de l'innovation. D'abord, les matériaux avancés, comme les composites, qui permettent d'alléger les structures de manière spectaculaire. Ensuite, la fabrication additive, ou l'impression 3D métal, qui permet de créer des géométries internes hyper optimisées, des choses impensables avant. Il y a aussi les jumeaux numériques, des répliques virtuelles d'équipements qui simulent leur comportement en temps réel. On peut aussi ajouter les capteurs intelligents pour faire de la maintenance prédictive. Et enfin, la conception durable, qui nous pousse à créer des équipements plus légers et donc plus efficaces. C'est vraiment là que se trouvent les nouveautés qui comptent. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est que l'innovation, ce n'est pas un produit fini qu'on peut télécharger. C'est un processus. Rester à la pointe, ça veut dire suivre activement l'évolution de toutes ces technologies de pointe qu'on vient d'évoquer. Alors, la grande question pour finir, quelle sera la prochaine révolution? Est-ce que ce sera l'impression 3D qui va totalement redéfinir la géométrie des pièces ou l'intelligence artificielle qui prédira les défaillances avant même qu'elles ne se produisent? La réponse, elle n'est pas encore écrite. Et c'est justement ça qui rend ce domaine si passionnant. La quête de l'innovation, elle, ne s'arrête jamais. Merci de votre attention.